Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on le sait, vous avez été plusieurs fois ministre de l'Industrie, de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, de la Défense. On se souvient comment en 1991, vous avez quitté l'hôtel de Brienne pour manifester votre désaccord, votre opposition à la guerre menée contre l'Irak. Vous avez été désigné il y a déjà quelques temps par Laurent Fabius comme représentant spécial de la France pour la Russie. Vous nous direz ce que ça signifie dans le contexte particulier d'aujourd'hui. Et enfin, vous présidez le club République moderne, un club qui prône une gauche républicaine, internationale et patriote. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. La première question vous est posée par Corinne Laurent. Oui, Monsieur Chevènement, François Hollande, le président de la République, était devant le Parlement européen et il a répondu à Marine Le Pen, qui l'interrogeait, que la souveraineté n'avait rien à voir avec le souverainisme. Qu'en pensez-vous ? Jean-Pierre Chevènement. Alors, je n'approuve pas la manière dont Marine Le Pen a interpellé le président de la République. Je pense que le président de la République a été élu pour 5 ans. Il est le président de la République de tous les Français et on ne peut pas chercher à le déconsidérer en l'appelant monsieur le vice-chancelier. Même s'il y aurait beaucoup à dire... En charge de la province France. En charge de la province France, même s'il y aurait beaucoup à dire sur le déséquilibre qui s'est créé au fil des décennies entre la France et l'Allemagne et sur la manière dont les choix allemands sont élaborés. Mais pour revenir à votre question... Souveraineté, souverainisme. Souveraineté, souverainisme. Je n'emploie pas le mot souverainisme parce que pour moi, le mot république se suffit à lui-même. La démocratie et la souveraineté nationale sont, je cite le général de Gaulle, comme l'avers et l'envers d'une même médaille. S'il n'y a pas de souveraineté populaire, il ne peut pas y avoir de démocratie. Et reprenons notre histoire, la fête de la Fédération, c'est la souveraineté de la nation, et 3 ans après, c'est la République. Disons que la monarchie constitutionnelle échoue, c'est la République qui est proclamée en 1792. Puis l'Empire. Alors, puis l'Empire, puis à nouveau la République, et nous savons... Mais disons donc, que souveraineté, démocratie. La République s'est construite dans la lutte. La souveraineté au niveau de l'Europe méconnaît l'absence d'un peuple européen. Il n'y a pas de démos européen. Il y a un peuple français, un peuple allemand, un peuple hollandais, un peuple italien, mais il n'y a pas de peuple européen. C'est une constatation qui a été faite par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, tribunal constitutionnel allemand, qui dit le Parlement européen, ce n'est pas un parlement, c'est la juxtaposition de 28 représentations nationales. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie du travail qui consiste à passer de la souveraineté populaire à la construction européenne, dont je suis partisan. Je vais d'ailleurs organiser un colloque à l'Assemblée nationale, sous l'égide de République moderne, avec plusieurs grands intellectuels, Régis Debray, Alain Supiot et plusieurs hommes politiques. Jean-Luc Mélenchon va venir cette fois-ci ? Jean-Luc Mélenchon va venir cette fois-ci ? Non, je ne veux pas mêler ça à la préparation des élections présidentielles. Je pense qu'il faut peu à peu élaborer un nouveau logiciel, une alternative républicaine pour notre pays. Mais je reviens à votre question. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie du passage de la souveraineté populaire, ou de la souveraineté nationale, c'est d'ailleurs à peu près la même chose, à la construction d'une Europe européenne, d'une Europe qui signifie quelque chose pour elle-même, qui soit en quelque sorte une Europe indépendante et non pas une Europe plus ou moins vassale des États-Unis, comme c'est aujourd'hui le cas. Et je pense que François Hollande a expédié ça un peu vite, je le regrette. Romain Mazneau, RCF. Alors, devant le Parlement, toujours, François Hollande a dit que si l'Europe ne faisait pas preuve d'unité, il y aurait le retour aux frontières nationales, le démantèlement des politiques communautaires et puis également l'abandon de l'euro. C'est un diagnostic sévère. Est-ce que vous le
partagez? Est-ce que vous le souhaitez, cette perspective? Jean-Pierre Chevènement. Je pense qu'il faut pouvoir examiner d'une manière critique le bilan de la construction européenne telle qu'elle s'est faite. Je pense qu'il y a de bonnes choses. Par exemple, le marché unique est évidemment nécessaire à notre économie. On ne va pas revenir là-dessus. Inversement, la monnaie unique comporte dès le départ un vice de conception, parce que dans une zone... En France, c'est possible, c'est réaliste ça, ou c'est farfelu? Qu'est-ce qui est réaliste? Certains le retour au franc, certains le prônent, comme le Front National par exemple. Est-ce que c'est farfelu ou est-ce que c'est une hypothèse réaliste? Jean-Pierre Chevènement. Écoutez, je prône pour ma part la création d'une monnaie commune qui permettrait de restaurer des marges de flexibilité au sein de cette construction monétaire beaucoup trop rigide, parce qu'elle juxtapose, j'en étais là de mon exposé, des pays trop hétérogènes, des économies trop hétérogènes, des nations qui ont eu d'autres repères culturels, et par conséquent, cela entraîne des divisions, des tensions qui, à l'origine, devaient être plutôt résorbées. On voit bien ce qui s'est passé entre la Grèce et l'Allemagne. Et disons que le Portugal, l'Espagne, l'Italie sont en position difficile. La France elle-même doit rendre des comptes à Bruxelles. Est-ce que notre déficit a été suffisamment réduit? Donc cette conception qui intègre l'ordolibéralisme allemand au départ, c'est dans les traités d'ailleurs, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation qui est l'objectif unique de la Banque centrale dans les traités. Dans la réalité, elle aura mis un peu de mou. Mais jusqu'où? La question mérite d'être posée. Je pense que cette construction européenne repose sur la responsabilité des États et sur la solidarité européenne, mais dans quelles limites? Jusqu'où? Par exemple, l'Allemagne accepte-t-elle de s'engager pour soutenir l'économie de pays excessivement endettés? Donc, il faut faire un examen critique de la construction européenne. Schengen, on a remplacé un filet maillé par un filet à maille unique. Est-ce que ça marche? Pas toujours. La preuve, c'est que l'Allemagne rétablit ses frontières avec l'Autriche le moment venu, et puis elle continue à le faire. Et d'autres pays il n'y a pas des réponses en noir et blanc. Et je pense que dans le débat politique, il faut prendre garde à ne pas démoniser, à ne pas diaboliser, si vous préférez, l'interlocuteur. Je pense qu'on doit essayer de penser de manière argumentée et de dégager des évolutions. Moi, je ne suis pas du tout partisan d'une rupture avec l'Allemagne. Il faut convaincre l'Allemagne qu'ensemble, nous devons trouver des solutions. On l'a fait en très petite partie. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais quand l'Allemagne prend des décisions unilatérales en matière énergétique, sur la Grèce, on peut dire que très largement, c'est Mme Merkel et M. Schäuble qui ont défini les purs. Le TSCG, c'est l'Allemagne qui l'a voulu. Et nous n'avons pas pu le renégocier. Donc il faut savoir parler à l'Allemagne. La politique vis-à-vis des migrants, elle a été assez chaotique, il faut le dire, mais du fait de déclarations précipitées du ministre de l'Intérieur et de Mme Merkel, sur lesquelles ils sont revenus très rapidement. Alors vous évoquez là plusieurs sujets qu'on va évidemment aborder. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, je voudrais revenir une seconde sur les termes souverainisme et souveraineté populaire. Ce sont des termes qui sont employés par beaucoup de gens, notamment par vous à gauche, mais aussi par des gens au Front National ou chez M. Dupont-Aignan. Au Front National, c'est M. Philippot, qui est passé par vos rangs, semble-t-il, autrefois. Est-ce que ça vous énerve un peu que ces termes soient utilisés aussi par les adversaires très loin de vous? Mais c'est pas aussi, parce que moi, je n'emploie pas ce vocable. J'ai toujours dit que le mot républicain suffisait. Mais en même temps, ce n'est pas une injure, souverainiste. C'est, je rappelle, un vocable qui est venu du Québec. Et la défense de la souveraineté nationale, en maintes époques de notre histoire, je ne veux pas évoquer la Révolution ou bien les 2 dernières guerres mondiales, c'était quand même connoté positivement. Donc on ne va pas diaboliser cette épithète. Et simplement, il ne faut pas faire d'amalgame. Moi, je ne me sens pas du tout d'accord avec le Front National, ni quant à la manière de faire, ni quant à l'idéologie profonde qui sous-tend beaucoup de leurs positions, et notamment vis-à-vis de l'immigration. Je ne suis pas d'accord. Il y a donc plusieurs critères. Et le fait que sur l'euro, j'ai une pensée critique qui date très exactement de 1992. Quand j'ai lu le traité de Maastricht, j'ai su que je voterais contre, alors que je m'apprêtais à m'abstenir. Mais quand je l'ai lu, j'ai compris que je ne pourrais pas
attacher mon vote à un texte pareil dont l'effet négatif apparaît avec le recul. Regardez les taux de croissance de l'Europe, ils ont fléchi dans la durée d'une manière tout à fait frappante. Disons qu'il y a un virus récessionniste dans l'euro, oui. avec le TSCG qui en même temps impose la règle d'or que l'Allemagne avait choisie en 2009 à tous les autres. Tout ça, c'est un peu absurde parce que la règle d'or, ça fonctionne avec l'Allemagne, qui a une économie particulière, des niches de haut de gamme, des avantages comparatifs que n'a pas la Grèce, que n'ont pas les autres pays. Donc vouloir imposer la même médecine à tout le monde, c'était abusif. C'est abusif. Donc il faut pouvoir en parler avec nos amis allemands, mais en parler, je dirais, avec franchise, Alors, avec c'est le Corinne Laurent souci qui va vous de parler ne avec pas franchise. couper les ponts. Corinne Laurent, La Croix. Oui, de façon plus large, que ce soit sur les questions européennes, le règlement de la crise ukrainienne, le conflit en Syrie. Pensez-vous, vous qui voyagez, vous allez en Russie, en Iran, pensez-vous que la voix de la France porte encore à l'étranger? Est-ce que la France compte encore? Jean-Pierre Chevènement. Je pense que la voix de la France portait plus quand elle affirmait clairement qu'elle parlait au nom de la France et qu'elle s'exprimait au nom de sa souveraineté. Les idées républicaines ne sont pas confinées au national. Ce sont des idées qui ont une portée universelle. Et moi, je pense que l'idée de liberté et même l'idée de laïcité, que je suis allé expliquer à Téhéran, dans un grand séminaire. Rue de Tâche. Eh bien, ça a été un débat très intéressant, puisqu'ils ont critiqué ma méthode déductive au nom de la méthode analogique. Et vous auriez été ravi d'entendre un de mes interlocuteurs dire que pour répondre à la question de la place de l'homme par rapport à sa destinée, il ne fallait pas recourir à la méthode déductive, mais à la méthode analogique. Que voulait-il dire exactement? Ils n'ont pas été assez loin pour que je puisse vous le dire. Mais je leur ai expliqué que la laïcité n'était pas tournée contre la religion. Elle était simplement croyance à un espace commun dans lequel on pouvait débattre armé de sa seule raison naturelle. Je leur ai rappelé que le prophète fait 44 fois dans le texte du Coran appel à la raison naturelle. Il n'y a pas beaucoup de religions qui font aussi souvent. Vous avez lu le Coran, Jean-Pierre Chevènement? Je l'ai lu dans la traduction de Jacques Berck. Oui. Et c'est Jacques Berck qui mentionne le fait qu'il y a 44 fois une mention la raison naturelle. À la raison naturelle. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir une discussion de bonne foi et je pense que la France, elle doit défendre ses valeurs. Et pour répondre à votre question, qu'elle a plus de prestige quand elle défend ses valeurs avec leur logique, leur cohérence, qui est la cohérence de l'idée républicaine, que lorsque elle rejoint une sorte de bien-pensance molle qui ne veut plus rien dire et qui est souvent très hypocrite. Regardez la manière dont l'Irak a été traité. Est-ce que vous croyez que le résultat aujourd'hui ne montre pas qu'on a utiliser la force d'une manière totalement disproportionnée, sans une vision d'ensemble du problème que posait le Moyen-Orient, avec les différentes réponses que les peuples arabo-musulmans apportent aux défis de l'Occident. Réponse moderniste ou réponse identitaire. Et finalement, en y allant avec nos gros sabots à deux reprises, 1991-2003, eh bien, nous avons détruit l'État irakien, son administration, son armée, sa police, et nous avons ouvert la voie à une guerre interconfessionnelle dont nous ne voyons pas comment on va sortir, parce qu'on a en quelque sorte offert les populations de l'Ouest irakien, les populations sunnites, d'abord à Al-Qaïda, dans les années 2006-2007, puis ensuite à Daesh. Et j'ai encore dans l'oreille les explications du général américain, Petraeus, nous expliquant, il était venu devant la commission des affaires étrangères du Sénat, nous expliquant comment il avait réussi à retourner les tribus sunnites, avec quelques moyens sans doute, contre Al-Qaïda. Mais ce qui a été fait à ce moment-là, il faudra le refaire contre Daesh. C'est la raison pour laquelle, allant à Téhéran, j'ai plaidé pour un Irak fédéral où les parties occidentales de l'Irak, qui sont sunnites, auraient une certaine marge de liberté par rapport à Bagdad et à un gouvernement à prépondérance chiite, malheureusement très sectaire jusqu'à présent, en tout cas avec le Premier ministre al-Maliki. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité est donc, vous le savez, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la Défense et de bien d'autres portefeuilles. Nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite, merci.
Retour dans le studio de Face aux Chrétiens, en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité est Jean-Pierre Chevènement. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors vous évoquiez Daesh à l'instant. Justement, en Syrie, la Russie semble avoir pris la main. Est-ce qu'il est possible de monter une coalition internationale contre Daesh quand on voit la divergence d'opinion et d'intérêt entre, notamment d'un côté les États-Unis et de l'autre la Russie? Jean-Pierre Chevènement. Il faut pour ça qu'il y ait une volonté politique. Si on veut vraiment éradiquer Daesh, le bon sens est de s'unir. Et je dirais que Daesh est un défi pour nous tous. Il est un défi pour la Russie, comme pour l'Europe, comme pour les États-Unis. C'est donc une menace à laquelle nous devons faire front, si possible ensemble. Mais j'ai évoqué tout à l'heure l'élimination de Saddam Hussein et la destruction de l'État irakien. C'est là l'origine de Daesh, qui ensuite s'est étendue en Syrie en profitant du vide créé par la guerre civile. Donc, si nous voulons combattre Daesh, il faut bien voir que derrière ce qui se passe aujourd'hui, il y a une guerre non pas seulement entre chiites et sunnites, mais entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Voilà, fondamentalement c'est ça. Et que cette guerre religieuse est très largement instrumentée pour des raisons politiques. Mais il y a donc deux plaques, l'Iran avec ses alliés, et puis l'Arabie saoudite avec ses soutiens, ses parrains, etc. Est-ce que nous voulons rentrer dans cette guerre ? Ou bien est-ce qu'au contraire, nous voulons que la France joue un rôle d'intermédiation? Et est-ce que nous voulons serrer les priorités de telle manière à isoler nos adversaires? Certes, le régime de Bachar el-Assad est très antipathique, c'est une litote. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il ne menace pas de créer un califat islamique en Seine-Saint-Denis. C'est moins pire, vous voulez dire. Je le mentionne au passage. Al-Qaïda, qui est l'essentiel de la rébellion syrienne en dehors de Daesh. Il n'y a pas d'opposant modéré pour vous Le courant modéré est quasiment inexistant sur le terrain. Les Américains le reconnaissent eux-mêmes. Et dans le nord de la Syrie, c'est essentiellement Al-Nosra et un groupe salafiste qui s'appelle, enfin, le nom m'échappe. De moindre importance, oui. Qui tiennent les positions en face de l'armée syrienne. Mais c'est quand même des gens qui se réclament d'Al-Qaïda. Est-ce qu'Al-Qaïda est préférable à Daesh ? Moi, je ne sais pas, j'ai tendance à penser que non. Tendance à penser que, voilà, il faut d'abord liquider Daesh, que c'est la seule manière d'arrêter cette guerre qui est la source de cet exode lamentable, de ces millions de malheureux qui viennent jusque sur nos côtes, et que nous sommes amenés à accueillir. Mais quand même, n'oublions pas qu'il y a 3 ou 4 millions de réfugiés syriens dans les pays contigus, la Jordanie, le Liban et la Turquie. Alain Baron, Radio Notre-Dame. La priorité, c'est d'éliminer Daesh. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de Bachar Assad? Il faudra bien un jour ou l'autre... On ne peut pas l'éliminer d'emblée, mais il faut inscrire cela dans un processus où, naturellement, le régime syrien doit devenir vivable pour ses populations. Vivable pour ses populations, ça veut dire une négociation qui l'ouvre et une démocratisation qui devra bien avoir lieu un jour. Mais on peut travailler sur, je dirais, une consultation qui aurait lieu quand les conditions en seront réunies. Je pense que la politique, ça consiste à définir aussi les priorités, à trouver les voies de passage. Et je pense qu'entre Russes et Américains, il y a une concertation qu'on ne nous fait pas trop voir, mais elle existe quand même, ne serait-ce que pour la coordination des frappes. Et on l'avait vu au moment où étaient envisagées des frappes sur l'armée syrienne. Finalement, c'est un accord entre la Russie et les États-Unis qui a permis l'élimination du stock d'armes chimiques de la Syrie, ce dont personne ne saurait s'attrister. Toujours sur ce sujet, peut-être Corinne Laurent, La Croix. Oui, un sujet qui concerne la France. Vous avez été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Le juge Trévidy, qui appartenait au pôle antiterroriste, estime que la menace terroriste sur la France est très importante. La France invoque la légitime défense pour intervenir en Syrie. Voilà, tout ceci est imbriqué. Vous, pensez-vous que notre réponse est adéquate ? Et par ailleurs, est-ce que les lois renseignement qui ont été mises, la loi renseignement qui a été mise en œuvre
répond, elle atteint certaines libertés publiques. Faisons-nous ce qu'il faut. Voilà. Jean-Pierre Chevènement, face au terrorisme. Nos réponses Oui, vous sont-elles savez, adaptées? le terrorisme, d'abord, soyons toujours précis, le terrorisme djihadiste a vocation mondiale. Parce qu'on ne peut pas mettre dans le même sac tous les combats qui se livrent par la violence, et souvent une violence aveugle. Non, le terrorisme djihadiste prospère sur le terreau du salafisme, qui, pour des raisons propres à l'histoire pétrolière et à l'histoire du monde arabe, est lui-même soutenu par l'idéologie wahhabite, qui est celle de l'Arabie saoudite et de plusieurs monarchies du Golfe. Et pourtant, nous sommes alliés, la France est alliée de l'Arabie saoudite. Alors voilà une contradiction sur laquelle il serait bon que le gouvernement puisse s'exprimer un peu plus clairement, parce que beaucoup de gens, des millions de gens, y sont sensibles. Et disons que autant je considère qu'en politique, il faut savoir être réaliste, tenir compte de ce qui existe, et par conséquent servir d'intermédiaire, autant se mettre à la remorque n'a pas le même sens. Nous sommes à la remorque de l'Arabie saoudite. J'espère que non. J'espère que non. Je pense que nous ne devons pas. Et s'agissant du terrorisme, il faut bien voir qu'il y a toute une histoire qui remonte très loin dans le passé, l'histoire coloniale, l'affrontement entre l'islam et l'Occident, ça va très loin, on pourrait remonter aux croisades. Oui. Hein. Mais il y a aussi les guerres israélo-arabes, il y a la guerre du Golfe dont nous parlions tout à l'heure. Bref, il y a un très fort ressentiment dans le monde arabo-musulman que nous ne pourrons désarmer que si nous lui ouvrons des voies de progrès. Si nous savons justement donner un sens aux valeurs républicaines, un sens universaliste, puisque nous sommes aussi les défenseurs de l'égalité et de la fraternité. L'égalité, ça veut dire parler à égalité à des peuples que peut-être autrefois nous avons colonisés, ne pas les humilier et faire en sorte qu'ils puissent entrer dans un schéma de dialogue. Alors, pour en venir au terrorisme, je pense que moins on fait de bruit, mieux ça vaut quand on combat le terrorisme. J'ai voté, je n'ai pas voté, puisque je n'étais plus sénateur, mais j'aurais voté sans doute la loi sur le renseignement. Je dois dire que sa mise en application m'interpelle quelquefois quant au choix des hommes, parce que je pense qu'il faut être très vigilant sur le fait qu'on n'empiète pas sur les libertés des citoyens, et je souhaite qu'il y ait une évaluation à mi-parcours, comme on dit, hein, qu'on voit exactement comment tout cela est utilisé. Mais je pense que face au terrorisme djihadiste, une certaine discrétion s'impose. Par exemple, je ne suis pas sûr que le plan Sentinelle, avec la multiplication de soldats dans tous les points sensibles, soit forcément très efficace. Ça répond peut-être à un besoin de protection, mais en même temps, ça démobilise un instinct d'auto-résilience dans la population, qu'on a vu se manifester, et ce n'étaient pas des citoyens français, c'était des Américains, dans le Thalys. Mais je dirais qu'il faudrait que les Français apprennent aussi à se mobiliser. J'étais partisan du maintien du service national. On pourrait recréer une garde nationale. Ce serait, à mon avis, plus utile que de confier à l'armée des tâches qui ne sont pas vraiment les siennes. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous qui connaissez bien la Russie, est-ce que la France a eu raison de ne pas livrer les Mistral à Moscou? Écoutez, les Mistral étaient des coques non armées. Ça pouvait servir de porte-hélicoptère, mais aussi de navire hôpital, de navire pour l'évacuation de populations menacées. Un contrat avait été signé en 2010, j'étais partisan de son exécution. On a préféré revenir là-dessus, je ne vais pas critiquer. La France est prise dans un réseau d'alliances, elle doit tenir compte de plusieurs considérations. Bon, c'est une décision qui a été prise par le président de la République, je ne veux pas naturellement la critiquer, c'est comme ça. Mais maintenant, je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus vis-à-vis de la Russie. Je pense que l'accord d'association avec l'Ukraine a été préparé sans concertation avec la Russie, et c'est méconnaître là aussi le sentiment d'humiliation qu'a éprouvé la Russie après l'effondrement de l'URSS, considérer qu'elle y était pour quelque chose, puisque c'est quand même Yeltsin qui a mis fin à l'URSS, et que c'est Gorbatchev qui a en quelque sorte détruit le communisme. Donc les Russes ont considéré qu'ils n'étaient pas payés de retour, et qu'au lieu de les englober dans un système de sécurité collective, eh bien, on a préféré recourir à ce qui était le plus simple, c'est-à-dire l'extension de l'OTAN vers l'Est,
jusqu'à tous les PECO, jusqu'à ces 3 pays baltes qui étaient d'anciennes républiques soviétiques. Et puis les Américains ont manifesté l'intention d'étendre l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie en 2008. Ça, c'était le pas de trop pour vous. Et ça figure dans le communiqué final. Alors la France et l'Allemagne, à l'époque, s'étaient opposés à ce qu'on les inclue dans une procédure préparatoire. Mais malgré tout, les Russes sont assez vigilants, assez inquiets. Et je dirais qu'on aurait pu très bien, en se mettant autour d'une table, puisqu'on avait comme objectif de créer une zone de libre circulation de l'Atlantique au Pacifique, faire en sorte que l'association de l'Ukraine à l'Union européenne ne soit pas reçue comme un moyen d'isoler la Russie et de la rejeter hors d'Europe. C'est-à-dire qu'on traite l'Ukraine comme un pays européen, mais on tient en lisière la Russie. Ça, c'est une erreur. Il fallait faire de l'Ukraine un pays pont entre l'Europe et la Russie. J'espère que grâce au format de Normandie, imaginé par François Hollande, qui m'avait confié la tâche d'aller voir Vladimir Poutine à Sotchi un mois avant, début mai 2014. Mais grâce à ce processus de Normandie qui a permis 2 accords de cessez-le-feu, puisque le premier n'avait pas marché, le deuxième a obligé le président et la chancelière à mouiller leur chemise. Mais disons que le cessez-le-feu aujourd'hui existe. Il faut que les élections existent. Vladimir Poutine vient d'obtenir des républiques autoproclamées qu'elles renoncent à une date qui soit fixée unilatéralement par elles. C'est quand même des signes positifs de bonne volonté quand on peut surmonter un conflit par la diplomatie. Ça vaut mieux qu'un conflit gelé qui, en fait, sera une guerre intermittente. Une dernière question brève pour une réponse brève par Romain Mazno. Vous évoquiez tout à l'heure les réfugiés syriens. Est-ce que l'Europe a choisi la bonne solution pour gérer l'afflux de migrants en adoptant les quotas ? Est-ce que c'était la bonne méthode ? Je veux dire que ces réfugiés syriens, ils sont sur notre sol, on ne peut pas les rejeter, c'est l'évidence. C'est un devoir d'humanité. Maintenant, que les annonces faites par M. Thomas de Maizière et Madame Angela Merkel, ministre de l'Intérieur allemand, et la chancelière allemande, aient été vraiment appropriées, je ne le crois pas. C'est-à-dire que mettre sur le même plan l'absorption de la RDA, c'est-à-dire de 16 millions d'Allemands, par d'autres Allemands, 65. Et puis, le problème de 1 million de réfugiés cette année, au moins 1 million de réfugiés syriens cette année, comme si l'Allemagne pouvait les absorber seule, et avant d'en avoir parlé à ses partenaires, je pense que ce n'était pas forcément opportun. Mais disons que la chancelière a fait marche arrière assez vite. Elle a fermé sa frontière avec l'Autriche. Et aujourd'hui, quand vous écoutez M. Sigmar Gabriel, quand vous écoutez le président de la République fédérale, Joachim Gauck, vous comprenez très bien que l'accueil doit être proportionné à la capacité d'immigration, à la capacité d'intégration, excusez-moi. Mais je le répète, il faut traiter ces problèmes sans démagogie, si on ne veut pas faire le jeu du Front National et de tous ceux qui chevauchent la crainte d'une immigration désordonnée. On doit la réguler, c'est nécessaire. Et s'agissant de la Syrie, je pense qu'il faudrait remonter à la source. C'est le chaos qui s'est institué en Syrie sur la base d'une politique erronée. Parce que vouloir d'abord le départ de Bachar el-Assad, alors les révolutions arabes, c'était bien, ça s'y prêtait. Le contexte était celui-là. Mais voilà, 4 ans ont passé depuis 2011. Est-ce que c'est la bonne voie ? On doit s'interroger. Il faut d'abord éteindre le conflit et permettre au maximum de réfugiés de retourner chez eux, de participer à la reconstruction de leur pays. Maintenant, bien entendu, quand on est en face d'une crise grave avec des gens qui se noient, bien entendu, il y a de l'émotion. La photo du petit Aylan, elle a fait le tour du monde. Mais je dirais que une politique, elle doit être conçue à l'aune de grands paramètres qui soient solides. La richesse de chaque pays, sa démographie, son emploi, le taux de chômage. Et pas seulement l'émotion. Et puis les problèmes politiques qu'il peut avoir. À l'intérieur, nous en avons, nous. Donc, il faut tenir compte de tout cela. C'est pour ça que je ne suis pas favorable au système de quotas, qui est un système indéfiniment prolongé. Je pense qu'on pouvait prendre cette décision sur 2 ans,
d'accueillir, par exemple, pour la France, 31 000 réfugiés syriens. Mais je pense qu'il ne faut pas enlever leur responsabilité aux États. Et on revient au sujet initial de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, de la démocratie. On doit responsabiliser chaque pays. Il y a eu un Conseil européen, il y a même eu un vote, et finalement, les pays qui étaient minoritaires vont faire ce qu'il faut sur une base volontaire. Ils ont sauvé la face, mais je dirais qu'on ne peut pas non plus imposer des décisions de cette nature à des pays qui ont, encore une fois, leurs problématiques particulières. Très bien. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour dans le studio de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question de cette troisième partie. Monsieur Chevènement, vous êtes représentant spécial de la France pour la Russie. Est-ce que la France, j'imagine que vous devez déplorer la position française vis-à-vis de la Russie, les sanctions qui ont été prises par l'Europe, pas que par la France. Quelle est votre analyse de... Vous avez rencontré, nous disiez-vous, Vladimir Poutine. Quel effet vous a-t-il fait? Oui, alors pour répondre à votre question, je souhaite la levée des sanctions le 31 janvier 2016. Elles arrivent à terme à ce moment-là et je souhaite qu'elles ne soient pas renouvelées car je pense qu'elles nous sanctionnent autant que la Russie. Je rappelle que la Russie fait la moitié de son commerce extérieur avec l'Europe et pas du tout avec les États-Unis. Mais dresser entre l'Europe et la Russie, entretenir un foyer de discorde permanent, ça peut évidemment répondre à une certaine visée géopolitique de la part des États-Unis. On contient la Russie très loin, et puis en même temps, on a l'Europe à sa main. Et c'est très intelligent dans un monde que domine de plus en plus la Chine. C'est une question que je voudrais poser à nos amis américains. Maintenant, Poutine, personnellement. Pour en revenir à Poutine, à Vladimir Poutine, je l'ai vu en tête-à-tête avec son conseiller diplomatique et 2 interprètes, un dialogue qui a duré 2h40 et tout à fait chargé de sens puisqu'il s'agissait de préparer le voyage qu'il allait faire à Paris et la suite des opérations. Vladimir Poutine m'a indiqué qu'il ne s'opposerait pas à l'élection prévue à l'époque le 25 mai, c'est-à-dire 3 semaines plus tard, d'un président ukrainien, et il ne s'y est pas opposé, il l'a même rencontré sur les plages de Normandie, Petro Poroshenko, qu'il souhaitait que le problème des régions de l'Est de l'Ukraine soit réglé à l'intérieur de l'Ukraine, mais dans un cadre de régionalisation ou de décentralisation, et je lui ai dit que nous-mêmes, nous n'étions pas favorables à l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, que c'était notre position. Ça l'a rassuré? Je ne sais pas si elle a rassuré, parce que la France propose, mais je dirais que l'Union européenne, nous sommes 28, et derrière, il y a les États-Unis, qui sont le 29e membre caché. Comme il y a un imam caché, il y a un membre caché, et il est très important, je dirais, dans le processus décisionnaire. Donc, nous avons parlé du gaz longuement, et comme vous l'avez vu, la Russie n'a pas coupé le gaz à l'Ukraine pendant l'hiver, et d'une manière générale, cet entretien a été très positif. Je dois dire que j'ai découvert un Poutine très différent de celui que j'imaginais, souvent gai en racontant un certain nombre d'anecdotes au sujet de dirigeants ukrainiens comme Yulia Tymoshenko. En même temps, c'est un stratège. Ce n'est pas un enfant de cœur, je ne vais pas le décrire pour ce qu'il n'est pas. Mais en même temps, ce n'est pas le loup-garou qu'on nous présente. Et je pense qu'il y a une énorme intoxication. Et qu'on ne veut pas voir que derrière Poutine, il y a quand même la Russie. La Russie, qui est un pays qui vient de loin, un millénaire d'histoire, qui a été notre allié dans les 2 guerres mondiales. Et quand même, nous lui devons beaucoup. Sans la Russie, nous n'aurions pas gagné la bataille de la Marne. Et sans Stalingrad, je ne suis pas sûr que nous aurions été aussi vite libérés. Donc, il y a une certaine injustice qui vient de loin dans l'histoire. Un Suisse qui s'appelle Monsieur Métan, je crois, a fait un livre sur Russie-Occident, 1000 ans de guerre ou de conflit, et qui nous ramène au grand schisme.
Hein, vous savez, la Ça vient de succession de loin, l'Empire vous avez le romain sens de n'a l'histoire, pas été une Jean-Pierre chose Chevènement. simple. Oui. Hein, et au fond, les Occidentaux étaient jaloux de ce qu'il y a un empire romain d'Orient. D'où un contexte Merci de finalement nous ramener qui n'a à pas la été source. facile. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, Oui. nous sachions aussi surmonter ces traces d'un lointain passé et considérer que le peuple russe est un grand peuple européen, que sa culture apporte beaucoup à la culture européenne et qu'il y a une complémentarité évidente sur le plan industriel, énergétique, entre l'Europe et la Russie. Et par conséquent, que cette russophobie ordinaire qu'on entend se déverser presque tous les jours dans la plupart des médias, je ne dis pas tous, elle nuit aux intérêts de l'Europe, elle nuit aux intérêts de la France. Alors heureusement, des relations tout à fait correctes se sont créées entre les dirigeants de la France et de la Russie. Ça a permis le règlement du contentieux Mistral, mais ça doit permettre la levée des sanctions au début de l'année prochaine. Très bien. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, pour évoquer la politique française, comment jugez-vous l'action de François Hollande et des socialistes depuis 3 ans? Comment définiriez-vous cette action, ce réformisme? Jean-Pierre Chevènement, livrez-vous. Écoutez, je pense que la tâche était très difficile. Certainement, François Hollande a surestimé ses marges. En tout cas, il a considéré qu'il n'avait pas la marge de négociation ou le rapport de force qui lui permettait de revoir le traité budgétaire européen, le TSCG. Donc le reste s'en est suivi. Il y a eu un objectif de compétitivité, de reconquête de la compétitivité fixé par le rapport gallois, je l'approuve. Est-ce que le plan dit de solidarité, de responsabilité, on ne sait plus très bien, le CICE, qui est en fait une subvention de 25 milliards aux entreprises, est suffisant? Je crois qu'il est mal ciblé. Et je regarde les chiffres de la balance commerciale, je vois que le solde manufacturier ne s'améliore pas. Donc ça, c'est le plus sûr indice de notre compétitivité. Donc je pense que nous avons de la peine. Nous sommes à la peine et naturellement, tout ça se répercute sur sur l'ensemble du climat politique. Sur l'ensemble du climat politique qui n'est évidemment pas le meilleur. Romain Mazenot, RCF. Une question sur le conflit social à Air France. Il y a eu des images très dures sur l'agression de 2 dirigeants de la compagnie. La plupart des syndicats demandent à l'État d'intervenir. Or, l'État n'a que 16% du capital. Est-ce que vous dites, comme Lionel Jospin en son temps, que l'État ne peut pas tout et que la compagnie Air France doit aussi s'adapter au réel, à la concurrence, doit être rentable? Les deux sont vrais. La compagnie doit s'adapter au réel, à la concurrence des compagnies low cost. C'est absolument évident, mais l'État peut un certain nombre de choses. Je dirais, par exemple, réviser le tarif d'aéroport de Paris, qui est excessivement élevé, revoir un certain nombre de choses. Mais en même temps, il faut que les pilotes y mettent du leur. Je dirais que ce sont des gens qui ont beaucoup de qualités et qu'on peut apprécier. Des réflexes corporatistes encore forts. Comment ? Des réflexes corporatistes qui sont encore forts. Oui, bien sûr, mais nous n'avons pas le réflexe allemand, qui est celui de la cogestion, et un réflexe qui vient de très loin dans la culture allemande, de l'histoire. Oui. Dumont a fait un livre sur le holisme allemand et l'individualisme français. On parle aussi de l'individualisme américain. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se serre les coudes. C'est absolument nécessaire. Pour autant, je ne vais pas joindre ma voix à tous ceux qui font comme si nous étions revenus à l'époque de Robespierre et de Saint-Just. Écoutez, non, un peu de restons modérés dans le commentaire. Que la presse anglo-saxonne en profite pour faire du French bashing, c'est très bien. C'est normal. On a l'habitude, on connaît. Mais on ne va quand même pas faire... Il n'y a pas eu de sang qui a été versé. On plaint ce DRH, il était un peu molesté. Mais en même temps, est-ce que la politique de la direction d'Air France a été bien conçue, bien avisée? Est-ce qu'il est vrai, je n'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier, est-ce que les émoluments de M. de Juniac ont été très substantiellement relevés il y a quelques mois, comme on l'a dit? Il faudrait qu'effectivement chacun y mette du sien et que l'État réunissent autour d'une table les différentes parties prenantes
pour mettre un peu de raison et faire appel au sens de l'intérêt général. À nouveau, l'appel à la raison. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Puisque vous êtes face aux chrétiens, c'est-à-dire avec les médias chrétiens, quel regard portez-vous sur l'action du pape François? Pas simplement au plan spirituel, bien sûr, mais il est allé à Cuba, il est allé aux États-Unis, enfin, il a aussi une parole internationale. Oui, je pense que c'est un pape qui donne un sentiment d'ouverture. Je pense que le discours qu'il tient sur les divorcés remariés ou bien les homosexuels correspond à l'état d'esprit de nos sociétés. Il a raison de le faire. Mais je m'interroge, moi, sur un problème plus fondamental. Est-ce que ce que j'appelle le deuxième monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'Occident, pourra rejoindre ce que les Chinois appellent un niveau de moyenne aisance, et qu'ils ont réussi très largement pour leur part, mais avec une politique qui est celle de l'enfant unique, en maîtrisant leur démographie. Donc, moi, je poserai une question au pape François. Quelle contribution l'Église catholique peut apporter à la maîtrise de sa démographie par des pays, par exemple de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique noire, maîtrise qui conditionne absolument l'effort d'investissement qu'elles doivent réaliser pour leur développement? Voilà, je la pose d'une manière très politiquement correcte. Très bien. Je pense que c'est une question fondamentale. Il vous a entendu. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, les enseignants, je reviens à une question de politique intérieure. L'éducation nationale. Voilà, d'éducation nationale. Les enseignants vont manifester dans quelques jours contre la réforme du collège. Vous avez demandé, avec d'autres ministres de l'éducation nationale, de surseoir à cette réforme. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Jean-Pierre Chevènement. Vous savez, ma réponse est simple. Comme ancien ministre de l'Éducation nationale, je me sens quand même une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse de notre pays. Je crois assez bien connaître le dossier de l'Éducation nationale, y avoir consacré des milliers d'heures de travail, et tout le monde n'a pas forcément la même approche. Mais je pense que la mienne mérite d'être prise en compte. Et je pensais qu'elle pouvait l'être au lendemain des attentats du 11 janvier. On voyait l'actualité d'un discours républicain sur l'école. N'oublions jamais que l'école, en France, est une institution de la République. C'est ce qui fait la grande différence avec les pays étrangers. On veut absolument que nous nous coulions sur le modèle anglo-saxon, avec des écoles qui seraient quasiment autonomes. Mais ce n'est pas cela, l'école de la République. Et par conséquent, quand je regarde les résultats, quand je vois aussi la diminution des horaires qui sont passés de 30 heures par semaine en 1964 à 24 heures aujourd'hui, je dis que prélever 5 heures d'enseignement disciplinaire pour les vouer à des enseignements interdisciplinaires ô combien mal définis, ça ne va pas dans le sens de ce qu'il faudrait faire. Il faut quand même faire appel au bon sens. Et le bon sens indique que l'apprentissage du latin ou du grec, avec les disciplines que cela requiert, vaut mieux que des programmes interdisciplinaires sur culture et langue de l'Antiquité, où on va comparer la pyramide égyptienne, le temple grec, le cirque romain. Mais je dirais, qu'est-ce que ça va apporter à la culture de nos jeunes? Alors que, excusez-moi, l'apprentissage de la langue latine, des désinences, de la conjugaison, de la syntaxe, l'apprentissage du grec ancien. J'ai moi-même été lauréat du concours général de grec. Eh bien, je le signale, pour moi, ça a été une source d'enrichissement personnel infini. Mais vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement, la question de l'autonomie. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce fameux mammouth gagne un peu en autonomie dans ses modes de gestion, de désignation, un peu plus de souplesse ne ferait pas de mal dans l'éducation nationale, non? Je ne crois pas que ce soit la réponse aux difficultés actuelles. Je pense que, si vous voulez, les difficultés actuelles, elles viennent très largement d'une sorte de renversement copernicien, qui fait qu'au lieu qu'au centre de l'école, on ait conservé la transmission du savoir et des valeurs comme étant la tâche
de l'école, de l'institution école de la République. On a dit, au centre de l'école, on va mettre l'élève. Et tous les élèves, ensemble, vont acquérir eux-mêmes leur savoir. C'est la théorie constructiviste. Ils construisent leur savoir. S'ils n'y arrivent pas du premier coup, on attendra l'année prochaine. On ne va pas les faire redoubler. Et puis l'année suivante, etc. S'ils arrivent en 6e sans savoir lire, écrire et compter, c'est pas très grave. À un moment, l'étincelle se produira. Ça, c'est une très mauvaise méthode. J'avais eu l'occasion de m'en expliquer avec les gens de l'Institut national de la recherche pédagogique en 1984. Ce n'est pas une vieille affaire. Et à l'époque, j'avais quand même marqué une claire réorientation de l'école par rapport aux impulsions qui lui avaient été données à partir des rapports Legrand ou de Peretti, que mon prédécesseur, M. Savary, avait commandé. Mais ces rapports ont eu une influence après, je dirais, quand a été votée la loi d'orientation de 1989, quand on a créé les IUFM, et toujours avec à l'arrière-plan ces pédagogies constructivistes qui ont fait la preuve de leur nocivité. Très bien. Une dernière question rapide, pour une réponse rapide, de Corinne Laurent-Lacroix. Oui, une dernière question qui concerne aussi l'école et notamment les menus dans les cantines. Soutenez-vous l'initiative, la proposition de loi du député UDI Yves Gégaud sur les menus végétariens pour tenter de régler le problème? Non, je ne l'ai pas lu, mais a priori, si vous voulez, je trouve que la laïcité, il ne faut pas la mettre là où elle n'a pas lieu d'être. Si on offre dans les cantines une barquette végétarienne, je trouve ça très bien. Ou alors du poisson plutôt que du porc. Après tout, il faut tenir compte aussi des croyances religieuses. Encore une fois, la laïcité n'est pas dirigée contre une religion. Donc il faut tenir compte de cela. Alors évidemment, il ne faut pas aligner tout le monde sur les normes d'une minorité. Ça, il faut être clair aussi. L'intégration, ça veut dire que chacun fait un effort pour se retrouver, mais dans une conception de la France républicaine qui garde sa structure, qui garde, je dirais, un sens. Je suis par conséquent hostile au communautarisme, mais en même temps, je pense que la République doit savoir aussi gérer les différences sous le toit de principes communs. Il n'est pas trop tard. Certains disent qu'il est trop tard. Mais non, il n'est jamais trop tard. Vous savez, en 1989, quand il y a eu cette affaire du voile à Creil, il y a des gens qui ont dit il faut savoir s'adapter, etc. 30 ans ont passé. On s'est aperçu que derrière tout ça, il y avait la montée de l'islamisme politique et peut-être même de déviations autrement plus graves. Donc il fallait d'emblée, je crois, marquer que l'école républicaine privilégie le commun, n'exalte pas la différence, la tolère, l'accepte, mais ne l'exalte pas, n'enferme pas chaque enfant dans sa communauté d'origine, mais au contraire le libère en lui donnant accès aux valeurs universelles. Très bien, ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Chevènement. On a bien entendu en vous écoutant durant toute cette émission que vous avez été donc ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale, de la Défense. Merci à vous d'avoir partagé avec nous votre regard sur le monde et sur la France. Notre prochain invité sera Chantal Joanneau, sénatrice UDI de Paris. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens et celles qui l'ont précédée sur les sites respectifs de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci beaucoup à vous tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.